Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? On va commencer. Vous connaissez la chanson. S'il vous plaît, quand vous montez, évitez de tirer de long en large pour rien. Trop de détails, non. Si tu veux raconter, sois focus sur ton histoire. C'est-à-dire que concentre-toi sur ton histoire, tu racontes ton histoire. Tu ne peux pas raconter en même temps que tu es en train de causer avec ton voisin. Eh, mets bien le coquille là, mets bien la sauce d'arachide là. Non, 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 pendant que tu racontes l'histoire. Bien, ce que tu veux raconter, assure-toi que tu n'es pas à l'extérieur de la maison ou alors il n'y a pas de circulation de voitures, de motos et tout. Les personnes concernées là, non, évitons. On évite les noms des personnes concernées. Je pense qu'on a fait le tour, vous connaissez quand même le principe. Et respectez la religion des gens, s'il vous plaît. Respectez la religion des autres. On n'est pas, ici là, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la mosquée, ce n'est pas le shrine, ce n'est pas, comment on dit ça en français. Voilà, on va commencer. On va commencer dans les commentaires, s'il vous plaît, encouragez ceux qui racontent les histoires. C'est pas facile de monter et dire, ok, voilà, avant j'étais une prostituée, par exemple. C'est pas facile de dire ça. C'est pas facile de dire tout ça. Donc, quand quelqu'un montre raconter, encourager la personne à plus il va se sentir libre à raconter son histoire, plus il va s'ouvrir. Hein? Donc, si c'est une femme, plus elle va s'ouvrir, elle va raconter, elle va nous donner certains détails qui pourront nous aider. Ce n'est pas évident de venir dire ça. On va commencer, c'était juste d'abord son site. Commençons, concentrons-nous. On commence cette fois. Encouragez ceux qui me montrent raconter, s'il vous plaît. C'est ça la base. Allô? Hello, hello, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va, ça va. Bonsoir à tous tes auditeurs et tes followers, ceux qui sont connectés. Est-ce que je suis à me monter ici depuis la nouvelle année même? Bonne année en passant. Ou même, c'est comme ça que tu nous as abandonnés. Non, le problème, l'émission aussi me fait peur parce que les gens, apparemment, beaucoup de gens reconnaissent ma voix. Je ne sais pas comment ils font. Les gens viennent me voir au bureau, jusqu'au bureau, même mes collègues. Même sur WhatsApp, on me renvoie les choses sur YouTube. Je ne peux même pas nier. Bref, je vais raconter une histoire vraie qui s'est passée à la base aérienne de Garoua. C'est là où mes parents travaillaient, on a passé 12 ans dans cette base aérienne-là. Donc, voilà. Merci Joël, merci. Donc, je vais raconter, tu sais, dans un camp militaire, généralement, les hommes passent la garde, tu vois. Ça veut dire qu'il y en a qui partent dormir et reviennent seulement le matin. Ils partent à 20h, parfois 18h, et reviennent le matin vers 8h. Donc, il y a souvent des nuits, tous les 2-3 nuits, leurs femmes dorment seules. Donc, il y a une dame, très belle femme, son mari allait régulièrement à la garde. Et sa voisine, qui n'était pas très loin, l'a amenée dans une réunion. Donc, la réunion se passait bien, vraiment. C'était une association de femmes, c'était très bien. Mais elle s'est rendue compte que, sa voisine l'aimait beaucoup. Chaque fois, elle lui faisait des cadeaux. Si elle faisait à manger chez elle, elle lui apportait aussi. Bon, elle ne se méfiait pas. Elle se disait que forcément, sa voisine l'aimait bien. Elle s'entendait bien. Quand elle avait malheur dans sa famille, cette voisine-là l'aidait énormément, énormément, énormément. Donc, et à l'époque, il n'y avait pas trop de salons de coiffure. Il n'y avait pas trop de salons de coiffure dans le camp. Donc, les femmes, généralement, sortaient très loin pour aller se coiffer. Cette dame qui a amené sa voisine dans une association a ouvert dans un salon de coiffure. Et elle invitait souvent sa voisine venir se coiffer gratuitement. Donc, quand elle allait se coiffer là-bas pour la première fois et tout, elle s'est rendue compte que la femme lui avait coupé beaucoup de cheveux, comme quoi je te coupe les pointes, mais bizarrement, c'était beaucoup, tu vois un peu, bon. Après, elle s'est dit, bon, ben, c'est pas grave, c'est passé. 2 jours après, son mari était de garde.
Elle se réveille, elle se rend compte qu'elle a dormi profondément. Tu vois le genre où tu dors, tu ne te souviens même pas si tu t'es retourné dans le lit ou pas. Tu te réveilles, quand tu ouvres les yeux, c'est seulement le matin. Tu ne te souviens de rien, tu ne sais pas si tu t'es retourné dans le lit ou pendant le sommeil, rien du tout. Mais elle se rend compte que elle a la sensation qu'elle a fait l'amour. Elle est fatiguée, elle est mouillée. Et quand elle envoie sa main, vraiment, elle a le sperme en bas. Mais elle ne comprend pas que c'est quel genre de couche de nuit ça. Jusqu'à elle est mouillée comme ça. Bon, bref, là, c'était la première fois. Bon, elle se lève, elle va se nettoyer et tout et tout. Elle ne dit rien. Son mari revient. Ils sont bien, 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 bien. Après, subitement, pour rien comme ça, ils ont commencé à avoir des problèmes dans son foyer. Pour un bonjour, pour un rien. Elle se disputait seulement avec son mari. Chaque fois que son mari était de garde, elle avait ce problème-là de couche de nuit. Genre, elle se couche, elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé, mais le matin, quand elle se réveille, elle n'a pas sa petite culotte et elle est complètement mouillée, quoi. Genre, elle sait qu'elle a fait l'amour. Ça s'est passé comme ça, peut-être une série de 5, 6 fois. Donc, un jour, dont sa mère était de passage à la maison, elle a expliqué ça à sa maman. Sa mère lui a dit jamais, c'est pas quelque chose de bien. Vraiment, c'est pas quelque chose de bien. Il faut qu'on cherche ça, qu'on voie ce qui se passe. Parce que ça me crée des problèmes dans mon foyer. Et chaque fois que j'ai ce rêve-là, quand mon mari revient, on va se disputer toute la journée là. Sa mère est donc partie. Quelque temps après, sa maman lui demande de venir la rejoindre au village. Elle va venir. Donc c'est comme ça qu'elle part un week-end. Elle rejoint sa mère au village. Et quand ils partent chez un papa, là où sa mère l'amène, c'était chez un monsieur. Le monsieur là lui dit, effectivement, ce n'est pas que des rêves en fait. Tu fais l'amour toute la nuit avec quelqu'un. Et c'est une personne que tu connais très bien. Je vais te donner un remède que tu vas attacher sur ta fenêtre, sur l'antivol, tu vois en haut là, tu caches bien que ça ne se voit pas, tu caches ça là-bas parce que cette personne-là passe par ta fenêtre. Ça, le remède là ne va pas l'empêcher d'accéder à ta chambre ou à ta maison. Mais comme elle passe par la fenêtre là, elle ne pourra plus sortir par la fenêtre. Et sache que le matin quand tu vas te réveiller, cette personne sera là parce que le remède là va la bloquer chez toi. Et si elle ressort par la porte, sache qu'elle va mourir, cette personne va mourir. Ah, la femme reste d'abord comme ça. Elle demande que, mais dites-moi d'abord, c'est qui? Le monsieur dit que non, je ne peux pas te dire qui c'est, mais sache que quand tu vas voir la personne, tu sauras qui c'est. Elle est hésitante. Bon, bref, elle prend quand même le remède. Elle revient son mari, elle, ça va, et tout. Elle dort. Elle n'attache pas le remède là, elle ne met pas, elle garde d'abord. Ah, une fois, 2 fois, elle a toujours le même problème. Un jour, donc, elle en a eu marre. Elle a attaché le remède là. Son mari est parti de garde. Il est parti vers 18h comme ça. C'est un autre voisin. Je parle comme ça. On est voisins. C'est déjà, ce n'est même pas 1 kilomètre qui nous sépare. J'étais encore jeune. Ma mère était aussi là. Elle a attaché le remède là. Son mari était de garde. Le matin, quand elle se réveille, elle sent comment elle est fatiguée, toute courbaturée. Comme d'habitude, son lit est mouillé. Quand elle se retourne, elle regarde vers la fenêtre. Elle reconnaît sa voisine toute nue. Sa voisine toute nue. Elle n'avait pas de vêtements sur elle. Elle avait les seins, ses fesses dehors, mais à la place du vagin, elle avait un de ses gros bangalas. Elle avait un de ses gros sexes. Elle lui demande, mon Dieu. Elle a commencé à crier. Elle a mis les mains sur la tête. Il était peut-être 6h30 comme ça. Donc, ce sont ces cris qui ont
qui ont alerté le voisinage. On se disait que non, peut-être il y a eu décès. Tu vois qu'en fait, en Afrique, quand tu entends les pleurs chez le voisin comme ça, ou toi, tu te dis, ah, sûrement, peut-être qu'il y a eu décès chez elle. Ça que ma mère, les autres femmes, je pense que ce jour-là, mon père était aussi de garde. Les autres femmes ont accouru. C'est comment? Elle a attaché le pain. La dame là, elle ne faisait que tourner en rond devant la fenêtre. Elle ne faisait que tourner en rond. Elle ne parlait pas. Elle ne disait rien. Elle tournait seulement en rond. C'était la voisine là qui était affolée. Elle pleurait. Elle disait, mais comment tu peux me faire ça? Tu es ma meilleure amie. Je te confie tous mes problèmes. Tu sais tout de moi. On a ouvert la porte. On ne faisait que regarder la dame là. On ne faisait que regarder la dame là. Et elle aussi, son mari étant militaire, il n'était pas là. Il était aussi de garde. N'est-ce pas? On est resté là jusqu'à 8 heures quand nos parents, quand les hommes sont arrivés. Quand les hommes sont arrivés. Elle explique donc tout à son mari. Son mari met les mains sur la tête. Il est directement descendu voir son collègue. Son voisin lui dit, viens chercher ta femme. Il arrive, il ne reconnaît pas sa femme. Mais comment c'est le corps de ma femme? Mais à la place du sexe féminin, elle a, je vais dire quoi, un pénis. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur était traumatisé. Il a appelé le frère de sa femme. Je pense qu'il a appelé le frère de sa femme qui était venu avec sa femme à lui. Il les a appelés dès qu'ils sont arrivés. Il était vers 10 heures comme ça. Ils ont dit que moi, je ne reconnais pas ça. Je ne sais pas si c'est votre sœur. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais, venez prendre votre truc. Et la dame a expliqué qu'on m'a donné ça, je ne peux plus retirer. Et si elle traverse la porte, elle meurt. Son grand frère est arrivé devant la porte. Il a appelé. Il appelle sa soeur, elle se retourne, elle le regarde, les larmes coulaient seulement. Je dis même dit ah, elle n'a pas dit ah. Il lui a demandé de sortir. Dès qu'elle a traversé le seuil de la porte d'entrée de la dame là, le soleil l'a touchée, elle est directement tombée. Elle est tombée. Et comme elle est tombée là, son sexe féminin n'est plus jamais revenu. Et pourtant c'est une femme qui avait des enfants, elle avait 3 enfants avec son mari. 2 filles et un garçon. Donc elle est morte comme ça avec le sexe sur elle. Les femmes ont pris le pain, elles ont couvert le corps de la dame. Les pleurs, son mari était dépassé. Son frère mettait seulement la main sur la tête. Qui va accepter ce genre de corps à la morgue? On a appelé ses parents. C'était tout un scandale dans le camp là. Je me souviens ce jour, on n'est même pas parti à l'école. Ma mère était choquée. Donc, c'était elle généralement qui faisait les couches de nuit aux femmes des autres. Quand vos maris ne sont pas là, elle vient vous faire l'amour. Vous faites les... Et quand si elle te trouve que tu es enceinte, directement, ça te fait une fausse couche. Donc, les couches de nuit qu'on fait là, très souvent, il faut faire attention à son entourage. C'était mon histoire pour ce soir. Wow. Merci beaucoup, Fée Clochette, pour l'histoire. Ok, bye bye, bonne soirée à tout le monde. Coucou, bonsoir. Oh là là, désolée. C'est comme s'il y avait la télé derrière toi là où c'est... Oui, j'étais concentrée à l'émission là. Bonsoir la famille, comment vous allez? Très bien, et toi? Ça va bien. Bon, je suis là ce soir parce que bon, j'avais ma petite histoire et aussi, jusqu'à présent, je n'ai pas pu percer le mystère de ce qui se passait. En fait, mon histoire, c'est quoi? J'avais pris une maison dans laquelle je vivais avec une camarade de classe. Est-ce que tu peux éviter de parler et te tourner? Oui, je fermais la porte pour éviter les bruits. D'accord. C'est bon maintenant, vous m'écoutez mieux? Oui, très bien maintenant. D'accord. Bon, je disais qu'en 2021, j'avais pris une maison où je vivais avec une camarade de classe. Ma camarade là, je l'ai connue à l'école primaire.
Donc, c'est-à-dire, quand je faisais le cours moyen 2, elle était au cours moyen 1. Après, elle m'a rattrapé au lycée. On a fait 5e ensemble jusqu'en première. Donc, elle vivait avec moi. Quand on a commencé à vivre ensemble, j'ai commencé à vivre des phénomènes paranormaux. C'est-à-dire, quand je dormais, je me réveillais le matin avec des griffes au corps. Je ne savais pas, je ne savais pas comment, mais chaque fois que je me levais, j'avais les griffes comme si elles étaient fraîchement faites. Comme si elles étaient fraîchement faites. Donc, chaque fois je me réveillais, je voyais ça sur moi. Je ne comprenais rien. Moi, je dormais bien. On dormait sur le même lit, puisque c'était un studio qui n'avait qu'une seule chambre, une chambre, salon, cuisine, douche, donc on dormait ensemble. Chaque jour que je dormais, depuis le premier jour qu'elle et moi on a commencé à vivre ensemble dans la maison là, quand je me réveillais, j'avais les griffes soit au dos, soit à la poitrine, soit aux cuisses. Et comme je suis très claire de peau, elles étaient vraiment visibles. Vraiment, vraiment visibles. Bon, cela m'arrivait, je mettais en statut, les gens me disaient, mais c'est pas normal, tu bagarres avec qui quelqu'un te griffe la nuit, ou alors toi-même tu te griffes. J'ai dit non, mais mes ongles, je peux pas me griffer à ce point parce que si moi-même je ne peux pas, puisque ça se voyait, tu vois les griffes, comme si on a même pris, comme si on m'avait griffé avec la fourchette. Comme si on a pris la fourchette, on a crassé ça sur moi, c'était vraiment visible. C'était rouge, c'était visible. Quand je mettais ça en statut, les gens même s'effrayaient, on me disaient, qu'est-ce que c'est quoi ça et tout. Un jour, c'était un mercredi, elle me dit qu'elle va aller dormir au salon parce que elle va suivre ces nouvelles-là, c'est tout. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je reste dormir dans la chambre. Elle avait déjà pris le gras qu'elle devait se coucher. Elle allait dormir au canapé parce qu'elle devait visionner toute la nuit. Moi, étant dans la chambre, je surfais. Après avoir fini là, bon, après avoir lu les messages que j'avais à lire, j'ai désactivé ma connexion, je me suis couchée. Quand je me couche, j'ai fermé les yeux. À peine j'ai fermé les yeux, je n'ai pas fait 45 secondes. Quelque chose me réveille. Je ne sais pas, en fait, je sentais une présence. J'ouvre légèrement les yeux, je la vois placée. C'est où j'ouvre totalement les yeux. Elle me regardait, elle me fixait pendant que je dormais. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as dit que tu visionnais, tu allais dormir au salon. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là à me regarder comme ça? Elle s'effraie, elle me dit, non, 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 rien. Je dis, non, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as dit que tu dormais au salon. Pourquoi tu me regardes comme ça pendant que je dors? Elle me dit rien. Elle ne m'a donné aucune explication. Elle est repartie se coucher au salon. Lorsque je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qui m'a fait regarder ma cuisse, j'avais des griffes. Donc, partant de mon genou jusqu'à ma hanche. Partant de mon genou jusqu'à ma hanche, je dis, j'avais les griffes. Je me suis effrayée, je l'appelle, je lui dis, viens voir. Quand je me suis couchée, je n'avais pas ça. Pourquoi maintenant j'ai ça? Elle me dit, je ne sais pas, peut-être tu n'as pas vérifié ton corps avant de dormir. J'ai dit, non, attends. Je me suis couchée là tout à l'heure, je vérifie mon corps chaque jour maintenant parce que tu connais le problème que j'ai, je t'ai expliqué. Comment tu me dis que je n'ai pas vérifié mon corps? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Elle ne m'a donné aucune explication. Elle m'a dit que moi, je ne sais pas. Et à part ça, une fois, je me souviens, je suis sortie. Je suis revenue là vers 20h. Quand j'arrive dans la chambre, je trouve une mare d'urine dans la chambre. Je trouve une mare d'urine, genre comme si quelqu'un avait fait les urines là au sol. Alors qu'à côté des toilettes, à côté de la chambre, il y avait les toilettes. Puisque c'était un studio moderne, c'était dans un immeuble et tout. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça c'est quoi ça? Elle me dit, je ne sais pas. Je dis, mais tu es ici à la maison, tu es seule. Voilà les urines au sol, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Il faut nettoyer. Elle me dit, moi je nettoie pourquoi? Moi je sais que c'est quoi? Je dis que je t'ai laissé ici à la maison. J'ai fait le ménage avant de partir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Elle a refusé de nettoyer, j'ai nettoyé. Et aussi, je perdais beaucoup de choses à la maison. Mes vêtements, l'argent, les bijoux. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Vraiment, je ne comprenais pas ce qui se passait dans la maison. Sa mère aussi venait chez moi chaque matin. Je ne sais pas où sa mère, je ne comprends pas. Chaque matin, sa mère venait à la maison me demander le déjeuner. Bon, je ne me plains pas de ça, mais c'est devenu... En fait, ça m'agaçait déjà. Une maman, j'héberge ta fille, je la nourris. Une femme mariée, tu as des enfants. Chaque matin, puisque sa mère ne vivait pas loin de chez moi, elle venait chaque matin, elle se servait dans mes marmites. Parfois, mon argent est posé, sa mère prend. Elle entre dans la maison le matin, elle prend.
Parfois, même si sa mère ne prend pas, elle-même, elle fouille mon... Sa mère vient, je suis venue chercher le déjeuner, elle fouille mon sac, elle prend l'argent, elle remet à sa mère. Moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas. Jusqu'à présent, je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé dans la maison là. Je ne comprends vraiment. Donc, je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça. Juste pour avoir l'avis des gens et tout. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire. Mais déjà, D'accord, moi, je merci à sais vous. qu'il Bye bye. il ne fallait pas que tu nettoies les urines là. Ça, c'était vraiment, c'était comme un piège. Hein. Ah bon? Hein? Bah oui. Oh là là. Oh là là. Bon, vraiment, bon, je ne pouvais pas rester là avec ça dans la maison. Il fallait que je nettoie. Il fallait que je nettoie. Je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Mais bon. Bon, je ne regrette pas de l'avoir hébergée, de l'avoir aidée. Juste que moi, j'avais jamais compris son mood parce que elle, même qu'elle avait l'argent, elle ne pouvait pas payer de facture. En fait, j'étais Hmm. comme, un peu comme si j'étais son mari, non. Elle ne payait pas de facture, je payais la maison, je payais l'électricité, je payais à manger même pour elle. Et ses petits frères venaient manger à la maison. Moi, j'étais même déjà, tu vois, parfois tu veux aider quelqu'un, mais la personne commence à faire un peu trop. Ses petites sœurs venaient manger. Parfois, je finis de préparer. Je sors. Quand je reviens, ses petites sœurs sont en train de manger toute la nourriture. Moi-même, je ne mangeais pas. Faut beaucoup prier. Hein. Oh là là. Ok, DMG, merci beaucoup. Je pense que d'ici au cours de 2 semaines, je reviendrai témoigner parce que vraiment, vos repas m'ont fait un grand bien. Dans 2 semaines, lorsque Wow. je serai vraiment sûre de moi, je reviendrai témoigner. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup, Que Christian. Dieu vous Dans les bénisse commentaires. tous. Oui, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous et que chacun trouve la solution à son problème via cette page. Wow. D'accord. Bye bye. Bonne soirée. Allô? Bonsoir, Bonsoir, Bina. Comment ça va? Bonsoir la team de DMV. Ça va un peu. Je viens avec une histoire un peu troublante parce que ça vient à peine de se finir parce que ça nous a quand même stressé pendant 3 semaines. Et comme c'est déjà fini, mon cœur est un peu posé. Donc, comme on est là pour sensibiliser, j'ai vraiment envie d'en parler. Peut-être que ça peut aider certaines personnes. En fait, l'histoire, c'est mon grand frère qu'il a vécu récemment pendant les fêtes là, puisque il travaille à la JR ici au Gabon. Et puisque dans la JR, il y a dans la police ou bien dans les corps habillés, en un mot, il y a ce qu'on appelle les grades. Tout le monde n'est pas au même niveau. Donc, mon grand frère, quand il est rentré à la JR, lors de sa formation, il s'est fait ami avec un autre membre. Donc, ils sont devenus des amis proches en fait. Ils ont postulé pour les mêmes choses, ils ont voulu les deux se retrouver aux mêmes endroits. Mais malheureusement pour son ami, comme lui-même il aime bien l'appeler, mon ami, mon bestie, mon frère de cœur, mon frère d'une autre mère, les choses comme ça. Les deux ont fini par se séparer. Pourquoi? Parce que l'autre n'avait pas les diplômes qu'il faut en fait pour pouvoir monter en grade. Et mon grand frère, lui, comme il est mécanicien des avions dans leur machin là-bas, donc du coup, il est plus sollicité. Donc on l'a muté à Franceville. Ça, il y a de cela 3 mois. Il est descendu avec. En plus de ça, il est marié et père de 2 enfants, alors que son ami, il n'a rien de tout ça. Donc du coup, déjà, ça a commencé le jour de son mariage, puisque son ami en question était son témoin. Le jour du mariage, quelque chose s'est passé. Son acte de mariage a disparu. Le jour même du mariage, dès qu'ils ont fini de signer avec le maire, lui-même, dans ses explications, il ne comprend pas parce qu'il a remis ça. Normalement, on remet au témoin. Mais son ami lui fait comprendre que non, il ne sait pas là où l'acte est passé.
Et on sait qu'on est en Afrique, quelque chose comme ça, quand ça disparaît, forcément, ça attire l'attention des gens. Parce que si tu fais disparaître l'acte de mariage, ça peut créer beaucoup de choses entre ta femme et toi que vous ne pouvez pas comprendre parce qu'on ne sait pas la personne qui a pris l'acte, ce qui peut aller faire de ça. Donc, notre mère, bon, pas paniquée, mais elle a voulu avoir le cœur net. Elle est partie consulter. On lui a fait comprendre que non. La personne qui a fait disparaître l'acte de mariage est quelqu'un qui est très proche de votre fils. Donc, il faut dire à votre fils de faire attention. Bon, comme d'habitude, on lui fait asseoir, on lui parle, mais ça rentre, ça sort. Il est un peu mon foutisme, en fait. Il ne tient pas trop compte de ces choses-là. C'est resté comme ça. Maintenant, quand on l'a muté à Franceville, on l'a donné un appartement de 2 chambres, salon, cuisine, meublé et tout, plus un véhicule de service. En fait, lui, il est en train de monter et l'autre est derrière. Mais malgré que lui monte, il est toujours avec son ami, en fait. Il veut pas laisser son ami. Il est toujours en train d'emmener son frère un peu de partout. Mais c'est maintenant qu'on a découvert que tout ce qui lui est arrivé de mauvais jusqu'à aujourd'hui, ça venait de la part de cet ami-là. Donc, pendant les fêtes là, ils étaient censés aller en mission. La mission, c'était de escorter, en tout cas, une personnalité, quelque chose comme ça. Et c'est mon frère qui était au volant du véhicule, puisque ce sont véhicules de service. Donc, ils étaient à 4, parce que 3 derrière, mon frère au volant, et puis son bestie qui était à côté passager. Donc, ils devaient quitter Franceville pour... je sais pas si c'est Mwanda, en tout cas un truc comme ça. Tout ça là, c'est à Franceville là-bas. C'est les villes du Gabon. Donc ils étaient en train de rouler. C'était pendant la nuit. Ils ont démarré à minuit. Maintenant, aux environs de 3 heures du matin, ils sont en train de rouler. Ils font les tours, les va-et-vient, les allers-retours et tout. Dans les explications de mon frère et puis les 3 autres qui étaient dans la voiture derrière, sur la route, sur la chaussée. Une chaussée goudronnée, la nuit, il y a les phares, on voit quand même. Sur la chaussée, au bord, il y avait comme un espèce de sachet noir sur le côté. Donc, mon frère, en voulant rouler, en fait, il est passé sur ce sachet-là. Et c'est quand il passe sur le sachet se retrouve en bas de la voiture, il sent comme s'il était passé sur un tronc d'arbre ou bien en tout cas, sur quelque chose de lourd. Parce que ça a quand même fait de bruit. Et les autres aussi l'ont dit, on dirait que tu as roulé sur une bête. Donc, essaye de garer, on va aller regarder. Donc, comme mon frère gare comme ça, ils descendent tous pour aller regarder avec les lampes torches et tout. Quand ils éclairent comme ça, déjà, ils voient d'abord les traces de sang. Donc, ils sont pas paniqués, ils se disent que c'est sûr qu'il a roulé sur, je sais pas, une gazelle ou bien quelque chose. Quand ils avancent, à leur grande surprise, le sachet là, on ne sait pas par quelle façon c'est devenu un corps. Mon grand frère a commencé à paniquer. Les autres, en tout cas, tous ils étaient en train de paniquer, sauf son ami en question. Lui, il est descendu en dernière position dans la voiture. Quand il descend, il arrive comme ça, il commence à s'exclamer « Oh, tu as tué mon oncle !» Mon frère lui dit « J'ai tué ton oncle. Comment ça, c'est mon oncle? Tu viens de rouler sur mon oncle, tu as tué mon oncle. » Mon frère ne comprend rien. Les autres aussi, ils sont tous là, ils sont dans la panique. Maintenant, ils ont appelé leurs supérieurs que, voilà, on a eu un accident ici, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, eux aussi, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas arriver à cette heure-ci. Restez là, patientez jusqu'au lever du jour. On vous envoyer quelqu'un qui viendra vous remorquer. Donc, ils sont restés là dans la panique, ça parlait, ça discutait. Il a même commencé à se froisser avec son ami parce que l'ami était en train de lui traiter de meurtrier, tu as tué mon oncle, tout ce qu'il était en train de raconter. Les autres étaient en train de défendre que non, c'était le sachet. On a bien vu que c'était un sachet. Nous-mêmes, on a vu que c'était le sachet. Maintenant, comment ça se fait-il que le sachet est devenu ton oncle? Maintenant, tu accuses que machin. Donc maintenant, quand les renforts sont venus au matin, ils ont fait le constat, ils ont vu et tout. On a soulevé le corps, on a amené à la morgue, on a attrapé mon frère, on l'a aménoté. On a appelé les parents, nous, on est ici à Libreville, maman, nous tous on était obligés de descendre. C'était pendant la période de fête là. On a même plus fêté parce qu'on était un peu stressés à cause de cette histoire. Tout ce qu'on voulait, c'est que ça s'arrange. Les témoignages ont fait que mon grand frère, lui, dit qu'il a vu le sachet. Les 3 autres aussi qui étaient derrière, eux, ils disent que ils ont vu le sachet.
Lui, il dit que non, c'était pas le sachet. C'était, moi-même, j'ai bien vu que ce n'était pas le sachet. Mais le temps de réagir pour te dire de t'arrêter, je n'ai pas pu. Toi, tu es seulement passé dessus. Et c'est mon oncle. À ma grande surprise, c'est mon oncle que tu tues. Maintenant, quand on lui pose la question qui m'attend, tu es devant avec l'autre. Le temps de réagir, comment? Comment ça se fait que les autres voient le sachet? Toi, tu es le seul qui a vu que c'était un être humain. Et si c'était un être humain, tu aurais dû paniquer, crier, alerter, mais tu ne fais rien. Tu ne, machin et tout. Maintenant, on a appelé la famille, parce qu'il faut bien que la famille arrive pour identifier le corps et tout, et tout, et tout. Les parents sont arrivés, leur fils s'exclame que oh, c'est tonton tel. Maintenant, la sœur du nom qu'il cite là dit, comment ça tonton tel? Tonton tel est décédé il y a 3 mois. Maintenant, comment tu dis que c'est ton collègue qui a tué tonton tel? Oh, le corps est à la morgue là-bas. Allons-y, on va aller voir. Quand ils arrivent à la morgue, le casier là où on a mis le soi-disant tonton n'est plus là. Les morgués, tout le monde. Mais on a mis le corps ici parce que quand on dépose le corps, on écrit le nom, on prend en tout cas, on fait tous les paramètres. Tout ça là, il n'y a pas. Le corps, il n'y a pas. Maintenant, toi, tu dis que ton collègue a tué ton oncle, alors que ton oncle est mort depuis 3 mois. Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous. Nous, on arrive ici, on nous a fait appel que voilà, on a tel est décédé, alors que tel était déjà décédé depuis. Nous, on est venu juste pour voir avec les yeux si réellement ce qu'on disait là, c'était vraiment ça. C'est là où maintenant, on leur prend encore avec les supérieurs, ils sont rentrés. Que toi, tu as dit que c'est ton oncle qu'on a tué. Mais la sœur en fait, ta mère vient nous faire comprendre que son frère est mort depuis 3 mois. Explique-nous. Il n'arrivait plus à parler. Il a essayé d'expliquer, toutes les explications qu'il donnait là, ce n'était pas cohérent. C'est là où maintenant on a dit que, donc comme c'est comme ça, il faudrait que on aille voir ça maintenant chez les Noirs. Avec les parents, ses parents, nos parents, les parents en tout cas tout le monde. On est descendu, on est parti maintenant pour aller voir ça chez les Noirs, pour chercher à savoir le fond de l'histoire. Et c'est là où on arrive maintenant là-bas, le monsieur qui nous a reçus, quand il a consulté, c'est là où il a expliqué que non. Depuis toujours, mon grand frère savait que beaucoup de choses qui clochaient dans sa vie, qui ne marchaient pas, ou bien quand il entreprenait de faire quelque chose, ça échouait toujours. Mais il ne cherchait pas à savoir pourquoi. Maintenant, aujourd'hui, ça a été révélé. C'est son frère de cœur, comme il dit là, qui est à l'origine de tout ça. C'est vrai, son oncle est décédé depuis 3 mois. Mais ce monsieur est dans une réunion, en tout cas dans une secte, puisqu'il a envie de monter en grade. Et comme il n'a pas de diplôme comme il faut, donc il a dû utiliser cette astuce-là. En fait, l'objectif, c'était que mon frère part en prison et lui, il récupère la place de mon frère. Mais heureusement que ça ne s'est pas passé comme prévu, parce que la personne qu'il a utilisée pour accuser de mort, c'était quelqu'un qui était déjà décédé depuis 3 mois. Et il ne savait pas qu'on pouvait appeler la famille, en fait, pour venir faire l'identification du corps et tout le reste. Donc, en un mot, ce sont ses parents qui sont venus libérer mon frère. Parce que quand ils sont arrivés, eux-mêmes, ils ont dit que non, le monsieur était mort depuis déjà 3 mois. On l'a enterré, on a fait la veillée et tout et tout. Donc, on ne comprend pas ce que lui, il est en train de venir raconter ici. En plus de ça, puisque les 3 autres qui étaient derrière la voiture qui disent qu'ils ont vu le sachet, avec mon grand frère aussi qui disait qu'il a vu le sachet, tout ça l'a mélangé. On a finalement compris que c'était lui qui était derrière tout ça. Bon, maintenant, moi, je ne sais pas ce que ses supérieurs ont fait de lui, mais moi, je sais seulement que mon grand frère est sorti d'affaires. Et moi, j'ai voulu raconter cette histoire parce que il y a des chauffeurs ici qui sont là, qui écoutent. On ne sait jamais qui est qui. Peut-être que toi, tu es en train de rouler sur un sachet ou bien sur un carton et à ta grande surprise, c'est le corps de quelqu'un. Et après, on va t'accuser d'une mort dont tu n'es même pas à l'origine. Donc, cette histoire m'a beaucoup traumatisée et j'ai voulu partager ça avec vous. Merci beaucoup pour l'histoire, Alvina. D'accord. Plusieurs cas, moi j'ai écouté plusieurs fois les histoires où quelqu'un dit il roulait, après il a vu un papier. C'est-à-dire que c'est un papier qui survolait la route comme ça là. Et quand il lui passe, il cogne quelqu'un. Donc, ça arrive. Parfois, c'est soit on a mis un truc sur tes yeux,
soit c'est compliqué ces choses-là. Mais ça arrive. Ah, Merci beaucoup pour moi, l'histoire, je ne Alvina. croyais pas à ça. Moi, je ne croyais pas, mais là, vraiment, j'ai vu ça moi-même en live. J'ai dit, ah oui, le vampire, c'est fort. D'accord. Dans les commentaires. Ah, bon, le titre de l'histoire, c'est comment je suis allé, comment j'ai voulu coucher avec le poisson, entre guillemets, la sirène. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas imiter ce que les autres font. Quand vous voyez les gens faire leurs choses, évitez de penser que vous pouvez aussi vous fondre dans ce moule-là. Donc, l'histoire, en fait, c'est que je travaillais dans une société brassicole, comme je l'ai dit dans le temps, et j'avais un de mes collègues là-bas, Émile, un gars Sawa. Donc, lui, allô, tu me suis là, DMG? Oui, oui, on te suit. Donc lui me racontait constamment ses mésaventures avec les sirènes et consorts, comment quand il sortait avec elles, il avait beaucoup de chance dans ses activités et tout et tout. Bon, j'avais aussi dit que moi-même je vais aussi coucher avec le poisson, que ça me donne la chance parce que dans la boîte où nous étions, c'est vrai, c'était une société brassicole, une société libanaise qui fait dans les jus et eau minérale. Donc du coup, chacun se cherchait. Donc un soir, comme dans le cas de nuit, le soir là, il me demande, on est assis sur la table, puisque dans la nuit, quand on travaille, on s'organise. Il y a une partie qui part dormir et l'autre reste devant les machines pour contrôler la production. Là, les autres sont allés se coucher, nous étions donc en salle de production. On était assis à la table et on avait une table là où on s'asseyait nous tous là pour contrôler les machines. Il me demande, Samo, tu veux que je te mette en contact avec elle? Je dis oui. Il tape la table, il prend les deux doigts là. Pouce index, le majeur et le pouce index majeur, dans l'index et le majeur. Il tape sur la table, bam. Il me repose encore la question. Tu veux que je te mette en contact avec elle? Je dis oui. Il tape encore sur la table deuxième fois. Tu veux que je te mette en contact avec elle? Je dis oui. Il retape encore là, les deux doigts là sur la table, toujours bam, troisième fois. Il ferme les yeux. Quelques secondes, 5 à 10 secondes par là. Dès qu'il réouvre, il me dit, droit dans les yeux, hein, je viens de te mettre en contact avec elle. Donc elle va venir te voir. Ah, DMJ, n'est pas dans ma tête, je me disais que elle va venir me voir là, c'est que peut-être le matin quand on va sortir, comme on traverse le pont du Vouri, peut-être on va se tamponner sur le pont ou je sais pas. Elle va se mettre au berge là-bas et me faire signe. J'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait. Donc le même soir là, quand on va se coucher, quand les gars reviennent autour de 2 heures pour que nous aussi on aille se coucher, parce que les gars à minuit, les gars partaient se coucher entre minuit et 2 heures. Après 2 heures, on partait les réveiller. Ils venaient nous relayer là. Et puis nous, on se couchait aussi de 2 heures à 4 heures. À 4 heures, on se réveille, tout le monde est en salle pour apprêter déjà la relève. Mais à peine j'ai fermé les yeux quelques 5 à 10 minutes DMG. Dans le rêve, je vois la fille venir. Noire comme ça, là, bien belle. Hein? Mais fâchée, furieuse. C'est toi qui dis que tu veux me baiser. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Là, elle avait une chicotte entre les mains. DMG, elle m'a fouetté. Non. Elle m'a fouetté dans le rêve là correctement. Quand je me réveille le premier jour, j'ai les traces sur le corps. À l'usine, hein. J'ai les traces sur le corps. Mais je ne dis rien. Je vais m'asseoir. 6 heures arrivent. On se nettoie. Les gars viennent pour la relève. 7 heures, on est parti. Le lendemain, même scénario. J'arrive à l'usine, on s'organise, tout. Quand je vais me coucher, à peine je ferme les yeux comme le sommeil, elle vient encore, elle me fouette, DMG. 3 jours successifs, elle m'a fouetté comme ça là. Elle va me montrer l'histoire que les gens sont curieux, elle va me faire ça dur. DMG, le 4e jour, dès que je suis arrivé à l'usine, je suis allé voir mon collègue là, Émile. Tu sais quoi? Si tu ne me déconnectes pas avec ce que tu m'as mis là, là, bango, c'est ton pied, mon pied. Je suis pas en train de jouer. Il s'est mis à rire. Elle t'a fait quoi? J'ai dit, tu sais ce qu'elle m'a fait, c'est pour ça que tu ris. Il rit aussi. Il dit, on s'assoit. Minuit, bam! Minuit, 1 heure. Parce que, bon, c'était aussi un gars spirituel. Il m'avait expliqué qu'à ces heures-là, les vibrations cosmiques sont propices à l'élévation de machin, tout.
Il me répète les mêmes mots. Tu veux que je te déconnecte de la fille? J'ai dit oui. Il tape encore la table. Bam. Tu veux que je te déconnecte de la fille? Oui. J'ai dit oui. Il tape encore la table. Il me repose la question la troisième fois. Tu veux que je te déconnecte de la fille? J'ai dit oui. Il tape encore pour la troisième fois. Bam. Il ferme les yeux. Quelques 5 à 10 secondes. Il réouvre. Il dit voilà, c'est bon. Elle ne va plus venir te déranger. À la fin, il me dit bon, tu as fini par baiser le poisson. Il dit mouf. Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait. Il dit oui, je vois comment elle te fouettait, nous. Mais je ne pouvais pas intervenir. C'est toi qui as cherché. Nous. La prochaine fois, avant d'ouvrir ta bouche, tu vas tourner la langue même 4 fois. Et depuis le jour-là, même quand je vais à Kribi, je ne drague pas, je te jure. J'arrive, je fais ce que j'ai fait, je plie ma queue, je rentre. Il n'y reste pas. Ça, c'était pour la première histoire. Bonsoir, Versus. Comment allez-vous? Très bien. Comment tu vas? Ok. Moi, je vous appelle depuis Istanbul. C'est vrai, c'est pas ma première fois de monter. Alors, cette fois-ci, je vais essayer de vous conter l'histoire. En fait, c'est les circonstances dans lesquelles mon père est mort et ce qui s'est passé le jour de l'enterrement. Alors, avant de commencer, je vais d'abord dire que lorsque vous voulez vendre quelqu'un, rassurez-vous que vous pouvez gérer le retour. En fait, c'est un peu ça. Alors, mon père travaillait dans une entreprise de la place à Yaoundé. Il va à ses occupations comme tout le monde. Je tiens à rappeler, pour ne pas être très long, c'est une histoire d'héritage qui a un peu tourné un genre. Alors, mon père, un jour comme ça, un beau matin, se lève pour aller au travail. On appelle ma maman qu'il est tombé. Alors, j'ai oublié dès le début, c'est ma maman qui m'a raconté l'histoire parce que mon père est mort, j'avais 6 mois. Je pense bien 6 mois. Alors, quand on appelle ma maman que mon père est tombé au travail, elle va, où on l'avait amené, je pense que c'était à l'hôpital central, je pense bien, de Yaoundé. Alors, quand elle arrive, elle trouve mon père, il était déjà conscient, mais il disait qu'il avait mal sur certaines parties de son corps, notamment au niveau du cœur. On a essayé de lui administrer certains médicaments et après quelques jours, on a remarqué qu'il y avait des abcès qui commençaient à sortir, en fait, comme des petits boutons. Il y en avait un, je pense, elle m'a dit, au niveau de la poitrine, au niveau du bas-ventre et au niveau de l'une de ses mains. Alors, au fur et à mesure que les jours passaient, les abcès augmentaient de volume. Alors, c'est là où il avait un de ses collègues, parce que c'est mon père qui travaillait dans le BTP. Il avait l'un de ses collègues qui lui dit que mais c'est quoi ces histoires que tu commences d'abord par tomber alors que tu n'avais pas d'antécédent de maladie, qu'on va dire que tu es soit malade. C'était quelque chose de nouveau en fait. Et subitement, tu as des abcès qui te sortent partout. Alors, il propose à ma mère, parce qu'à la base, ma mère, elle était un peu couriste, elle aimait d'aller voir ce qui se passe là. Elle n'était pas sur ça. Elle, c'était que elle prie. Si tu fais quelque chose, c'est Dieu qui va te répondre. Mais le collègue de mon père a insisté. Alors, c'est comme ça qu'ils voyagent. Ils partent. Elle m'a dit qu'ils sont partis quelque part à Bertois, quelque part là-bas. Je ne sais pas trop où c'était. Alors, ils sont allés voir un monsieur. C'était un pygmée. Alors, le pygmée dit à mon père, là où tu es là, vous avez eu un problème d'héritage parce qu'apparemment, il disputait un terrain qu'on lui avait laissé, mais il y avait certaines personnes de la famille qui voulaient s'en accaparer. Alors, le monsieur lui dit, là où tu es là, on t'a déjà vendu. Il n'a pas caché ses mots. Et que dès que tu vas mourir, tu as travaillé quelque part. En fait, que c'est un peu tard, c'est trop tard. Alors, mais néanmoins, il dit à mon père, tout ce que je peux faire en ce moment, c'est d'empêcher qu'on vienne te chercher. Parce qu'il a dit communément, c'est le soir de l'enterrement,
qu'on vienne te chercher. Je tiens à rappeler que mon père, avant de mourir, sachait qu'il allait mourir. Alors, le monsieur lui dit, tu vas mourir, évidemment, parce qu'il n'y a plus rien à faire, ils t'ont déjà pris. Et tout ce que je peux faire, c'est les empêcher de venir te chercher pour que tu ailles travailler où ils veulent que tu ailles travailler là. Alors, ma mère a un peu essayé de s'embrouiller. Mon père a dit ok. Parce que lui, il savait, il souffrait tellement, d'après elle. Il souffrait tellement que lui, il voulait vraiment se libérer. Alors le monsieur dit à ma mère, le jour où il va mourir, tu vas prendre les habits qu'il aura ce jour-là, tu vas les laver et cette eau-là, tu vas verser sur notre toiture, sur la toiture de la maison. Alors ils sont partis. Donc mon père savait qu'il allait mourir, mais c'est le jour qui n'était pas dit. Alors un beau jour comme ça, il est retourné à l'hôpital parce que ça n'allait pas. Ça faisait mal et avec certaines perfusions qui pouvaient faire en sorte qu'il n'ait pas mal. Donc du coup, il restait à l'hôpital tout le temps avec ces perfusions. Alors le jour qu'il est mort, c'est vrai, même quand tu sais que ton mari va mourir, le jour qu'il meurt, tu vas toujours pleurer. Donc on a pleuré, elle a pleuré et les gens sont venus. Et elle a fait ce que le pygmée lui avait dit. Elle a lavé ses vêtements, les vêtements qu'il avait le jour-là. Elle a versé l'eau sur la toiture. C'est passé. Elle m'a dit le corps a fait 1 mois et demi à la morgue. Alors le jour de l'enterrement, tout s'est passé normalement. Les témoignages et tout ce qui va avec. Les gens, il y a même eu la collation. Mais maintenant, le soir après, les gens commençaient à partir vers les 17h, 18h parce que l'enterrement était vers les 15h. Elle dit, ils sont encore assis à la maison. Alors, vous voyez un peu, lorsque votre maison est à côté peut-être d'un manguier, quand les mangues tombent peut-être sur la toiture, vous suivez souvent des bruits. Peut-être si la mangue tombe et ça roule sur la toiture. C'est exactement ça. Mais un bruit multiplié par X. Alors, le bruit a fait comme si un engin était tombé sur la toiture et a roulé. Quand ça roule comme ça, là, c'est allé tomber derrière la maison. Nous sommes là, je rappelle que nous sommes là dans les années 1998, parce que mon père est mort en 1998. Quand ça n'a pas tombé, c'est comme ça que tout le monde se dirige, parce que tout le monde avait entendu, c'est pas un bruit qu'une seule personne a entendu. Tout le monde se dirige derrière, parce qu'on a suivi exactement à l'endroit où la chose est allée tomber. Quand on arrive, on trouve mes tantes, ma tante et mon oncle. Ils sont en vie, ils sont là. Voilà pourquoi je ne vais pas trop voir rendre l'histoire flagrante pour qu'on ne reconnaisse pas trop. Ils sont là, ils sont même sur les réseaux sociaux. On les retrouve là-bas derrière, au sol. Et là, tout le monde se demandait ce qu'ils faisaient là. Ils ont essayé de donner des explications, mais c'est ma mère seulement qui savait ce qui se passait. Et comme vous savez, on a essayé de faire du genre où on va peut-être porter plainte, mais c'est impossible parce que à un certain niveau, la loi camerounaise, à cette époque, je crois même maintenant, ne crée pas trop les histoires de sorcellerie parce qu'il faut avoir les preuves. Donc, c'est comme ça que cette histoire était finie et ce n'est que ma mère qui savait, avec quelques de ses autres sœurs à qui elle avait en parlé, qui savaient ce qui s'était réellement passé. Donc, quand ils sont tombés là, c'est qu'ils venaient le chercher. Parce que communément, c'est après l'enterrement qu'on vient te chercher quand on t'a vendu pour t'amener là où tu es censé aller. Donc, c'est donc en venant avec ce qu'elle avait fait préalablement, qu'elle a versé l'eau, qu'elle avait lavé les habits de mon père avec sur la toiture. Quand ils sont passés donc dessus, ils ont fait ce qu'on appelle le crash. Et c'est un peu comme ça que je crois que ça a empêché que mon père se retrouve peut-être quelque part en ce moment en train de souffrir. En fait, c'est un peu ça mon histoire. J'espère que je n'ai pas été long. Bonne soirée à tout le monde. Toutes mes condoléances d'abord. Merci. Ok, bonne soirée à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Avec commentaire. Ok. Voilà maintenant, voilà comment le déo est gâté. Voilà comment le déo est gâté.
n'y a pas plus dangereux que les histoires de terrain. Quand tu te retrouves des histoires de terrain avec quelqu'un, c'est un terrible truc. Bonsoir. Bonsoir, Marie. Ça fait longtemps. En fait, Tu m'entends? Ma connexion passe bien. oui, ça passe bien. Ça fait longtemps où tes lives m'ont manqué. Ouais. Il était malade, DMG, c'est pas ce qui m'arrivait. Il n'arrivait plus à écouter tes lives. Et qui? Genre, je sais pas, quand j'entends ta voix, les gens qui sont en train de parler, ça m'énerve, je jette le téléphone. C'est maintenant il arrive à écouter les lives. Les lives, oh. Attends, elle veut changer de voix pour toi. Ça va? Oui, ça va. Oh, arrête, je veux parler. Au fait, moi, je veux rendre un témoignage, je veux rendre gloire à Dieu. Parce que ça fait en septembre, novembre, j'étais partie au marché, tu vois. Bon, moi, je suis pas en Côte d'Ivoire. Hein. On est parti acheter des habits, moi et ma copine. Le matin, elle ne voulait même pas aller acheter les habits. Hein. C'est moi qui lui dis allons. Elle dit non, qu'elle a demandé l'argent à son chéri. Son chéri dit qu'il ne lui donne pas. Tu vois. Moi, j'ai dit bon, ok, allons. On avait déjà fait un petit business, on avait déjà l'argent. Donc, il dit allons acheter les habits. Oh. Tu sais qu'il y a l'hiver qui arrive tout et tout, allons acheter les habits. Elle dit d'accord, on se suit. On part au marché. Et ma copine, elle est gabonaise. Et c'est une autre gabonaise qui a mis à moi, qui nous a dit, genre, qui m'a parlé du coin. Donc, je dis, ah, ok, allons. On est parti, on a fait les achats. J'étais fatiguée. Donc, nous, on a laissé la gabonaise parce qu'elle devait aller faire d'autres choses encore. Et moi et mon autre ami, on partait à la maison. Donc, arrivé au métrobus. Déjà, on arrive au métrobus, hein, tu connais, moi ici, ivoirienne. Déjà, elle a déjà commencé à faire par là pour rentrer dans le métro avec les gens. Donc, elle voulait monter devant, je ne sais pas. Mais je lui ai dit non, moi, je ne monte pas devant. Et que toi, tu montes devant, où le chauffeur s'assoit. Si tu montes où le chauffeur s'assoit là, moi, je ne monte pas dans le métro là, je ne sais pas. Tu vois? Et on a laissé le métro là partir et on a pris un autre métro. Et là, on est parti, on s'est assise au milieu. DMG, on était en train de faire le Congo-ça dans le métro là-haut. C'est-à-dire que si je mourrais aller là, je mourrais dans le Congo-ça. On était en train de faire le Congo-ça. Parler de la vie de quelqu'un. Elle est en train de m'expliquer. Donc moi, je suis sur mon téléphone et c'est comme il y a une force. C'est pas... on a cogné quelque chose. Donc, bon, disons, moi, je me suis pas rendu compte, tu vois. Quand c'est quelque chose qui t'arrive rapidement, tu t'en rends pas compte. Et là, maintenant, le temps, je vais lui dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde est sur... Genre, on a déjà fait l'accident. On quittait de la route du métro pour aller sur l'autoroute, genre, de l'autre côté. Et là, il y a un autre métro qui venait de l'autre côté, de l'autre voie, qui a bloqué, genre, qui a fait une collision avec notre métro. Après, je vais t'envoyer les photos du métro là sur le truc, sur WhatsApp. Tu vas voir comment le métro était gâté. C'est-à-dire que si nous, on était assis devant, j'allais dire quoi à mes parents même. Quand je serais hors de mon corps en train de me balader. Et dans les photos là, il y a le sang sur ça? Non, il n'y a pas le sang. Ah, ok. Il n'y a pas le sang. Il n'y a pas le sang. Donc, elle est tombée sur moi. Donc, quand elle est tombée sur moi, il y avait les gens qui sont tombés sur moi. Et si tu vois ma copine, elle est grasse, grosse comme ça. Imagine quelqu'un qui est tombé comme ça sur toi. Les vitres étaient en train de se casser. Les gens se cherchaient. On est sorti du métro. Il y avait l'argent. Il y avait plus de $1000 dans mon argent. Dans le sac. DMG. L'accident que j'ai fait, c'était pas mon problème. Mais il s'est allé chercher l'argent rapidement. Je suis sorti du métro. J'ai dit, c'est là maintenant, tout mon corps a commencé à me faire mal. Mais on est arrivé à l'hôpital. Quand on est arrivé à l'hôpital, je n'ai pas eu de gratinure. Je n'ai pas eu de blessure. Je n'ai rien eu. En ce temps où j'étais assise là, c'est nous qui avons subi le plus gros choc. Ma copine a eu le bras cassé. Elle a eu une blessure sur le front. J'ai dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que le Congo, ça que j'étais en train de faire là, j'étais en train de parler de quelqu'un d'autre là-bas. Imagine si j'étais assise devant. Imagine ce qui allait m'arriver. Et il y a eu des morts, hein. Il y a eu des morts dans le métro. J'ai dit merci Seigneur. Ça là,
Tu pouvais dire quoi à qui même? Non, il dit non, mais vraiment, Seigneur, tu m'aimes trop. Passer dans cet accident-là, quand les gens même qui ont vu l'accident-là, les gens qui sont en Turquie, là, ils savent. Comment dirais-je même, l'accident que j'ai fait là, vraiment, c'était vraiment grave. Donc, moi, en tout cas, ce que je voulais dire, c'était pour rendre gloire à Dieu, pour dire, en tout cas, vraiment, merci. Chaque jour, ce qu'on fait, on a qu'à sortir. Comme j'avais écouté des vidéos, des témoignages là, disons que quand on sort, on prie. Quand tu rentres à la maison, tu pries. Même si tu dois rentrer dans un... Peu importe partout où tu dois partir, il faut prier. Parce que si tu ne pries pas, imagine, peut-être que nous, on n'avait pas prié. Mais peut-être nos parents aussi ont prié pour nous. Tu comprends, des prières que tu as fait. Peut-être aussi que nous aussi, on est innocentes. Et on avait la grâce de Dieu sur nous. C'est cette grâce de Dieu-là qui nous a épargnés. Parce que vraiment... C'est ce que je voulais raconter. Et puis, il y avait une fille qui est venue faire... De rien. Il y a une fille qui a fait... qui a rendu un témoignage dans ton truc ici, là. Dans ton live, là. Qui a parlé des brouteurs qui sont morts à Trècheville-le-Bas. C'était pas à Trècheville, c'était à Port-Boué. Mais elle a raison. En tout cas, cet accident-là, c'était vraiment... Les gens même disaient que c'était mystique. Où elle a dit que les deux jeunes ont croisé la fille, des trucs comme ça. Ça, c'était vrai. En tout cas, elle n'a pas menti. Parce qu'il y a les gens qui viennent mentir ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne nuit. Dans les commentaires. Allô? Oui, allô. Bonsoir, DMG. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va. Je voulais expliquer une histoire qui m'est arrivée. C'est une petite histoire. Une fois, je suis allée, je me rappelle plus trop de l'année, je suis allée voir ma maman au village, passer les vacances là-bas. Maintenant, dans le village où était ma maman, là, la maison est là. Maintenant, les toilettes ont construit avec la terre rouge là. C'est un peu éloigné de la maison. Genre, tu sors de la maison, tu marches un peu, puis tu vas dans les toilettes là-bas. Et puis, on déféquait, on faisait les trucs là en brousse, mais pour se laver, ils avaient fait un truc avec la terre rouge et tout. Donc, le soir, ma maman, quand elle était dormie, ma maman mettait un vase dans la chambre. Là, si quelqu'un veut faire pipi, la personne pisse dans le vase au lieu de sortir parce que le village, elle disait toujours qu'il y a des trucs bizarres. Bon, moi, j'aimais pas trop pisser dans le vase là. J'aimais pas trop. Donc, je préférais, à chaque fois que je veux faire pipi, quel que soit l'heure, je sortais, je partais uriner. Quel que soit l'heure, je sortais, je partais uriner. Toujours, ma maman me disait, vous avez mis vase, il faut pisser là-dedans et tout. Une fois, je sors, j'ouvre la porte. J'ouvre la porte de la maison, je suis partie pisser. Je vois un homme. Je vois un homme, mais les pieds, en fait, c'était les pieds de cheval. Un truc, il avait des sabots, pieds de cheval. Et puis, le haut est humain. Et puis, il tenait un flambeau avec ses deux mains. Le truc, et puis, il y a les flammes. Le truc là. Il tenait un flambeau, je ne sais pas si vous connaissiez. Un flambeau comme ça, avec la flamme. Un truc avec de la flamme. Il tenait ses deux mains, puis il marchait. J'étais arrêtée devant la porte. D'abord, j'ai regardé. Et puis, j'ai fait marche arrière et je suis rentrée. J'ai pas trop duré. J'ai regardé un peu. Quand j'ai vu de loin, je disais, c'est que ça. Quand j'ai pris le temps de bien voir le bas et puis le haut et tout, le flambeau, je suis rentrée dans la maison. Le matin, quand c'est arrivé, j'expliquais par avant. Maman dit, j'étais dit, toujours, il ne faut pas partir pisser à l'heure. Toi, tu sors chaque nuit, toi, tu sors. Le lendemain, je suis tombée malade. J'ai fait un palu. Maintenant, ma maman a commencé à crier dans le village. Laissez ma fille, elle est venue en congé, laissez ma fille. Ils ont tué le poulet, ils ont fait des trucs et puis bon. Et je me suis rétablie. Et puis, depuis ce jour-là, moi-même, avant d'aller dormir, c'est moi qui prends le vase et puis je mets dans la chambre pour pouvoir venir là dans le lieu de sortie. Bon, c'était ma petite histoire. C'est tout. Merci beaucoup, Miel, pour l'histoire. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, et toi, Philan? J'ai plusieurs histoires. Je vais commencer par la plus courte. C'est une jeune fille dans une ville de la place qui avait son copain qui était un petit commerçant qui se débrouillait pas mal. Ils avaient le projet de se marier. Mais elle rencontre un autre monsieur qui s'est dit homme d'affaires et qui veut aussi l'épouser.
Elle en parle à ses copines. On dit, ah, ton commerçant, là, il peut pas te donner 100 000 francs par mois. Mieux tu tombes au naï, por favor. Mieux tu épouses ton homme d'affaires qui peut changer la situation de ta famille et tout au consort. Là, voilà qu'ils zappent son débrouillard commerçant et elle préfère épouser son homme d'affaires, quoi. Elle a fait un grand mariage et tout au consort. Le monsieur avait une famille, c'est-à-dire un monsieur qui vient vous épouser, il dit voici mon frère, voici. Mais après le mariage, tu ne vois plus ces gens. Elle est dans une belle maison, une grande maison, avec les gouvernantes et tout au consort de la maison. Mais ce qui a été curieux, c'est quoi? Le monsieur lui avait dit, quand tu comprends cette sonnerie, va m'attendre toujours dans la chambre. J'aimerais toujours te faire la surprise que dans la chambre, ne m'attends jamais au salon. Bon, elle, comme elle était dans l'argent, le luxe et tout au consort, elle n'avait jamais réfléchi par rapport à cela. Elle respectait, donc elle écoutait la sonnerie de son... C'est une histoire qui s'est passée dans une ville au Cameroun, dont je préfère taire le nom, dans un quartier où je travaillais. Parce qu'à l'époque, quand je cherchais encore le travail, tu vois, quand tu cherches encore le travail, on te donne tout ce qu'on te donne, tu prends en fait. Donc, je travaillais dans une boulangerie. Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. D'accord. Alors, je travaillais dans une boulangerie à l'époque et je suis partie. Donc, quand je pars, c'est après mon départ que c'est l'histoire que je vais vous raconter s'est passée. Donc, il y avait un homme, parce que quand je suis partie, je l'ai laissé et il était vigile là-bas dans cette boulangerie. Donc, du coup, un jour, un autre homme était en train de passer dans la voiture. Et puis, il jette un coup d'œil, il voit le monsieur en train de travailler. Il dit, mais je connais le monsieur si quelque part. Les gens dans la voiture lui demandent que, et même si tu le connais, où est le problème? Tu l'as juste remarqué, c'est une connaissance, descends, tu pars le saluer. Il dit que non, je descends, je pars le saluer comment? Alors que lui, là, il est mort dans une autre ville. Et je connais même sa femme. C'est comme ça que, c'est une histoire qui s'est passée devant nous. C'est comme ça, donc, que le monsieur dit, je vais appeler sa femme, parce que tout le monde était dépassé. Et une histoire comme ça, là, tout le monde a envie de connaître la suite. Alors, il appelle sa femme de l'autre côté. Il lui dit, je viens de voir ton mari ici, dans telle ville. Il travaille dans tel quartier, dans telle boulangerie. La dame aussi, elle ne croyait pas, en fait. Quelques jours plus tard, la dame arrive dans le quartier. Et puis, elle arrive, elle voit son mari en train de travailler. Elle reste donc, elle était vraiment étonnée. Tu vois, le genre, le stress et tout. Elle vient, elle appelle le nom de son mari. Son mari se tourne, son mari la regarde. Et puis son mari est entré dans la boulangerie. Il a disparu. On ne l'a plus jamais vu. On ne sait pas par où il allait passer là-bas parce qu'il n'y a pas de sortie. Il n'y a que 2 entrées. Il n'y a pas de sortie par derrière. Donc il a disparu comme ça. Et le monsieur qui avait la boulangerie, il est décédé l'année dernière. Le monsieur décède, il est couché dans son bureau. On entend juste un cri. Quand on entend un cri, on accourt pour savoir ce qui se passe, on le trouve déjà mort. Et c'est comme ça, on le prend, on l'amène à la morgue et tout, on va l'enterrer. 3 jours après, ou 1 semaine après, je ne sais pas, du moins quelques temps après, sa femme se rend donc à la banque. Parce qu'il fallait retirer de l'argent pour pouvoir faire les obsèques de son mari et tout. Dès qu'elle arrive, on lui dit que, mais madame, votre mari est venu hier récupérer tout son argent. Elle dit, Kéké, mon mari est décédé il y a de cela plusieurs jours. Comment vous pouvez me dire qu'il est venu hier récupérer son argent? Qu'est-ce que ça veut dire? La dame, parce que la dame a commencé à vouloir alerter les gens dans la banque que non, vraiment, peut-être c'est le caissier qui a volé, vidé le compte de mon mari et tout. Le caissier dit que moi, je n'ai rien fait. Votre mari a vidé son compte. Il est venu ici et il a vidé son compte. Et c'est comme ça, il y a eu plusieurs tiraillements. Finalement, on a regardé les vidéos de surveillance. On se rend compte que oui, c'est bel et bien le monsieur qui est décédé il y a quelques jours qui est venu récupérer son argent à la veille. La dame, elle n'était pas, quand elle a vu la photo de son mari, en réalité, elle n'était pas très surprise.
Et nous, on a compris parce que dans l'entreprise, on avait l'habitude de dire qu'elle est le ventre de son mari. Donc, pour ceux qui, je pense que plusieurs personnes comprennent quand je dis qu'elle est le ventre de son mari. Du coup, elle est rentrée. Non, on ne Nous, comprend pas. alors, on s'est dit... Allô? Ça veut dire quoi, elle est le ventre de son mari? Donc, elle est le ventre de son mari. C'est une façon de dire qu'elle connaît tous les secrets de son mari. C'est elle qui garde tous les, peut-être, les petits secrets, les secrets vraiment toxiques, si je peux dire comme ça, de son mari. Ce que son mari peut faire dans le noir, elle est au courant de tout. Et elle l'accompagne justement peut-être dans cette vie mystique-là qu'il peut vivre. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu dans ce sens-là qu'on dit qu'elle est le ventre de son mari. Mhm. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, le monsieur, finalement, on l'a enterré. Mais en l'enterrant, nous, tout le monde, même dans le quartier, savait que celui-ci, là, peut-être qu'il allait se marier de l'autre côté. Parce qu'on avait toujours ce genre de choses dans les entreprises. Et je veux justement attirer l'attention de plusieurs gens, surtout de ceux qui travaillent pour les gens, en fait. Parce que de nos jours, tout le monde est devenu tellement compliqué qu'on ne sait plus réellement à qui faire confiance. Quand vous partez travailler dans une entreprise, vraiment, je ne sais pas, soyez protégés. Moi, ma protection, c'est Dieu. Chacun sait d'où il tire sa protection, mais il faudrait que tu aies un minimum de protection sur toi. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ces entreprises. Moi, personnellement, j'ai été victime à maintes reprises. La première fois, je me suis retrouvée en train de bagarrer avec mon boss. Je bagarrais avec lui parce que j'étais tombée malade en 2017 et en moins d'une semaine, je te dis DMG, je dis en moins d'une semaine, j'étais méconnaissable. J'avais tellement maigri qu'un de mes collègues m'avait dit un jour, pas un seul, que je ressemble à la mort parce que j'étais vraiment méconnaissable. Et mon boss avait pris sur lui de payer tous mes frais d'hôpitaux, tous les examens et tout. Moi, j'avais pris cela comme de la gentillesse, que non, vraiment, il a eu pitié de moi parce que j'étais devenue à un point. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il m'a restaurée. Et tout commence d'abord par mes rêves. Je fais les rêves où je me vois en train de bagarrer avec le monsieur. Là, c'est déjà une troisième histoire ou bien? Oui, c'est une troisième histoire. En fait, la deuxième, on a enterré le monsieur, mais en sachant qu'il est allé vivre sa vie ailleurs. Peut-être qu'il allait fonder une autre famille. Il a peut-être déjà eu des enfants. Et c'est pas peut-être son autre femme est déjà enceinte. Non, c'est déjà que lui, il est ailleurs en train de vivre sa vie. Donc lui, là, on l'a déjà oublié. Et tu nous as déjà enchaîné là comme l'MP3 seulement. Tu nous as seulement informé dans un remix. C'est terrible. Hein? Tu es DJ. Je m'excuse. Le problème, c'est... Je m'excuse, DMG. Le problème, c'est que là, j'ai vraiment la possibilité de monter. Parce que j'étais déjà envoyé les demandes à maintes reprises. Mais malheureusement, parfois même, je ne suis pas alertée. Parce que, voilà. Mais il faut souvent mettre les transitions. Okay. C'est important. Sinon, on est perdu. D'accord. Je m'excuse vraiment. Donc, du coup, et en travaillant chez le monsieur... Comme j'expliquais tantôt, j'ai perdu le poids d'un coup comme ça. Et j'ai commencé à maigrir. Je maigrissais seulement. En une semaine, j'avais fondu au point où quand on me regardait, on ne voyait plus la chair sur mon corps, on voyait les os. C'est comme ça que je vais à l'hôpital. Un jour comme ça, je me décide, je vais à l'hôpital. On fait les examens, rien. On me dit rien. On me dit que non, peut-être que c'est l'anémie. On commence à tâtonner, non, peut-être que c'est la typhoïde, peut-être que c'est l'anémie. Il faut quand même un peu traiter le paludisme. On ne sait jamais. Peut-être que c'est... On me dit, fais les examens des poumons. Je dis, mais qu'est-ce que ça a à voir? On me dit, fais quand même l'examen du cancer. Peut-être que c'est... C'est comme ça, donc... J'ai marché. Je suis allée partout. Même dans les églises. J'étais déjà tellement fatiguée. J'étais tombée malade au point où le matin, chaque matin, la maman avec qui je vivais venait soulever ma main comme ça. Donc elle laissait tomber, non, pour voir si je suis encore vivante ou si je suis peut-être partie dans la nuit et tout. Donc c'était vraiment arrivé à ce point-là. On a marché et tout commence par les rêves que je fais. Je fais d'abord des rêves. Dans mes rêves, j'ai d'abord commencé par des rêves où je travaillais. Je travaillais énormément. Donc, parce que j'avais arrêté le travail pendant un temps. Dans l'entreprise, j'étais au commis, donc je faisais beaucoup de calculs. À un moment, je me suis dit que non, peut-être c'est parce que je travaillais beaucoup
que ça se répercute dans la nuit actuellement. Mais je travaillais tellement que quand je me réveillais le matin, j'étais épuisée, que ce soit mentalement, moralement, physiquement, j'étais épuisée. J'avais la tête qui chauffait. Parfois, quand je me réveillais, je continuais de travailler dans ma tête, je continuais à faire les calculs dans ma tête et tout, et tout, et tout. J'en ai parlé à la maman avec qui je vis. Je lui ai dit que ce n'est pas normal. Je rêve d'abord quand je me lève, je suis épuisée, j'ai mal à la tête et tout. Elle me dit, on va faire comment et tout. On est resté, elle m'a proposé d'aller voir un monsieur, un traitant. Je lui ai dit que d'accord, mais il faut d'abord qu'on cherche l'argent parce que le traitant, il ne va pas nous prendre un job, c'est aussi son travail, son gagne-pain et tout. On est resté. Après, les rêves ont changé. J'ai commencé à rêver et puis je bagarrais avec le boss parce que nous on l'appelait boss. Je bagarrais avec lui dans mes rêves en lui demandant mais qu'est-ce que tu me veux? Tu as déjà tout pris, tu m'as déjà vidé et tout. Qu'est-ce que tu me veux? Tu veux seulement me tuer? Je bagarrais en pleurant, je l'arrêtais, je bagarrais en pleurant. Mais laisse-moi tranquille. Je l'appelais par son nom, je lui disais mais laisse-moi tranquille et tout. C'est comme ça que je me levais chaque matin. J'ai fait des rêves ce genre de rêve pendant plusieurs semaines. Alors je me levais chaque matin et puis je racontais à la maman avec qui j'étais que non, voilà encore tel rêve que j'ai fait et tout. Elle me dit, allons chez tel traitant. On est allé, mais pas de solution. Je partais comme ça là de jour en jour, au point où parfois elle arrivait au travail, elle rentrait. Parce que étant au travail, elle ne savait pas, elle se disait, et si elle reste mourir, et si elle reste... Alors elle était obligée de rentrer des fois pour venir rester avec moi. Pour venir dire que non, mange un peu, faites ceci. Je n'arrivais même plus à sortir. Tu vois, genre, tu sors là, on te regarde... Tout le monde te regarde en secouant seulement la tête. Tu sens que quelqu'un te parle là, mais la personne se demande que quand est-ce que je vais apprendre que la fille est morte quand et tout. Donc la personne doute en fait et la personne a peur, la personne a de la peine pour toi et tout. Alors je pleurais. Et dans mes pleurs, je disais à Dieu que Seigneur, me voici, moi je ne connais pas ce qu'on appelle le mal, pardon, aide-moi et tout. Comme on dit, les pleurs du désespoir. Alors, une fois, je suis retournée à l'entreprise parce que je me suis dit, il faut de l'argent pour me traiter. Même s'il faut que je marche, il faut que j'ai de l'argent. Quand j'arrive, le monsieur me regarde. Il me regarde. Après, il m'évite, il part. Je me suis dit, moi, je suis venue travailler. Je suis partie, j'ai demandé au DG si je peux recommencer le travail. Il m'a dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je suis allée, j'ai continué mes calculs et tout. Le mois là, le monsieur même a décaissé l'argent. Il m'a dit, va chez le DG, tu prends un bon pour te soigner. Prends la somme que tu veux. Il m'a dit, prends, même si c'est combien dont tu as besoin, va prendre là-bas. Tu peux te soigner, c'est l'essentiel. Je lui ai dit, d'accord, merci monsieur. Dans le cœur, donc j'avais un doute, mais je ne voulais pas en même temps accuser peut-être quelqu'un sans avoir la preuve de la culpabilité de la personne. C'est comme ça donc que dans toutes nos marches-là, la personne chez qui nous sommes allés a donc sorti son nom, bien ne connaissant pas le nom de mon boss, que non, telle personne, comme ça, comme ça, comme ça. Et je suis quittée de là, je suis partie, j'ai coupé tous les ponts, que ce soit avec lui ou que ce soit même avec les gens de l'entreprise. Je suis partie, je me suis fait traiter et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis vivante. Donc je suis redevenue moi, je suis redevenue pimpante. Donc, je veux vraiment attirer l'attention de ceux qui travaillent, en fait, dans les entreprises et tout. Vous ne connaissez pas qui est qui, comme on a l'habitude de dire, vraiment. Soyons prudents parce que le monde est devenu tellement méchant. Tellement, c'est chacun qui, je sais pas, quelqu'un est capable de tuer son frère, de tuer un innocent comme ça, là, juste peut-être pour avoir plus de richesse et tout. La conscience a foutu le camp. Donc, vraiment, soyons prudents. Quand tu arrives dans ton lieu de service, vraiment prie. Tu as la possibilité de prier, de méditer un peu, fais-le. Parce que vraiment, c'est dangereux. On se demande où est-ce qu'on va et tout, vraiment. Donc, j'ai plusieurs autres histoires d'IMG, mais pour aujourd'hui quand même, ou du moins pour maintenant, voilà, je vais m'arrêter à ce niveau. Mais j'espère remonter très prochainement pour pouvoir continuer de raconter mes histoires. Parce que j'en ai plusieurs, j'ai vécu plusieurs histoires mystiques. Moi et aussi les gens de ma famille, mon entourage et tout. Comment ça? Ok, merci d'aller commenter. D'accord, merci. Elle a tellement d'histoires, elle savait ses histoires. Ça. Mais sérieusement, si tu fais les rêves que tu travailles dans les champs tout le temps là.
C'est-à-dire que quand tu dors, tu rêves que tu es dans un grand champ ou bien une plantation en train de travailler. Sache que tu es déjà en stage de vacances. Hein. Seulement, il y a un oncle ou bien un ami ou bien un frère, une soeur, un père qui veut te vendre comme ça. Donc, tu es déjà en stage de vacances. Il faut beaucoup prier à ce moment-là. Coucou, bonsoir la famille. Bon, mon histoire, c'est mon vécu. Hein. Je vais commencer par la morale parce que j'oublie un peu souvent vite, excusez-moi. Je veux commencer par dire à ceux qui sont déjà parents et ceux qui ne sont même pas parents que lorsque quelqu'un vous dit des paroles négatives, il faut refuser, il faut annuler. Ce n'est pas le mépris, ce n'est pas le mépris, mais il faut refuser. Voilà, mon histoire, c'est quoi? Moi, j'ai grandi dans la maison familiale, dans la famille de ma mère. Maintenant, il y a une grande sœur de ma mère qui, elle passait son temps, je ne sais pas ce qu'elle a eu au pied. Un beau matin, elle s'est réveillée, elle ne marchait plus. Jusqu'à aujourd'hui, ça va déjà à plus de 10 ans. Plus de 15 ans même. Elle brisait le poisson, matin, elle a commencé à avoir mal au pied jusqu'à ce que elle ne marchait plus. Elle a pourri même, elle pourrissait même déjà, on savait qu'elle meurt. Et elle est revenue là à la vie bien. Tout le temps, ses pieds pourrissent au point où on voit les os. Tu vois l'os comme ça, les asticots marcher sur elle. Mais après, elle, je sais pas, elle revient là, elle est bien, ça cicatrise et tout. Mais elle ne marche pas. Quand on était petit, dans la maison familiale, tu sais, il y avait les cousins, les cousines, les tantes qui avaient leurs enfants là et tout. En fait, tout son travail, c'était d'insulter les enfants. Dès que tu fais un petit truc de mal, elle te dit à Nirondo, il me bima. En français, excusez-moi des termes, mais elle dit les cacassis. Donc, c'était son travail, quoi. Si un enfant fait quelque chose, elle dit, regarde-moi ça, tu penses même qu'il va t'épouser, tu vas mourir comme ça. Donc, c'était son travail. Elle a passé le temps à dire des choses négatives sur les enfants. Donc, c'était son travail. Pour elle-même, elle te cherche les problèmes, elle cherche à te faire quelque chose parce que elle veut que tu réagisses, tu sais, les enfants et tout. Pour un rien, enfant fait la têtutesse et tout. Et elle, en retour, c'était qu'elle insultait l'enfant. Tu es quoi? Tu vas mourir comme ça. Donc, elle disait les choses en Ewondo. Et tout. Bon, les Ewondo vont expliquer en commentaire. Il me bima ou toi, et tout. C'est ce qu'elle faisait. Donne-moi un meurt. Oh là là. DMG, je vais être sérieuse, pardon. Donc, en fait, quand on a grandi vraiment. Nos vies étaient bizarres. On était très intelligents quand on était petits. Mon cousin là et moi, ce qui parlait beaucoup, et une autre de mes petites cousines. On était vraiment des génies. On était intelligents même quand on raisonnait. Tu ne pouvais pas savoir qu'on est des enfants. Et on a vite fréquenté. Mais arrivé à un certain niveau, on s'est détourné carrément. On est devenu vraiment... L'école même n'était plus notre truc. Mon cousin là est devenu un chanvriste professionnel. Ma petite cousine, là, elle sort seulement avec les petits gars, vraiment, c'est déplorable. Et elle est toujours là. Bon, maintenant, notre cousin, le cousin sur qui elle parlait aussi, elle me dit des choses négatives. Lui, tout le temps, elle le met à appeler notre cousin là d'aller rester chez elle, non. Il est même où on me dit qu'on l'a vu là-bas, qu'il vienne à la maison et tout. Bref, c'est un peu ce qu'elle faisait. Et chaque fois que le gars allait chez elle, quand il revenait, il devenait plus pire qu'avant. Maintenant, j'ai été intriguée dernièrement quand je suis allée présenter mon petit ami. C'est elle-même qui me mettait la pression. Mais viens avec ton petit ami tout le temps. Tu nous parles de ton petit ami et tout. Tu ne nous as jamais présenté quelqu'un et tout. Viens avec ton petit ami. J'ai dit ok. Il sera même à Yaoundé la semaine prochaine. Tel jour on va passer. Le jour qu'on devait passer, il a plu. Il a sauvagement plu. On s'était apprêté, il a acheté les petits trucs qu'il devait aller voir. On devait aller voir mes tantes et tout, particulièrement. Elle, comme elle ne marche pas et tout, on a fait des petits paquets. Le jour qu'on devait aller la voir, il a plu sauvagement. Je ne comprenais pas comment la pluie l'a fait. Ce n'était même pas la saison pluvieuse. Mais la pluie là nous a empêchés d'aller là-bas. Finalement, elle m'appelle au téléphone, elle me dit, mais vous n'êtes plus venu. Je dis, il pleuvait exagérément, on ne pouvait pas venir.
Elle me dit que ok, vous allez venir quand je dis, je vais te dire. Allô, DMG, tu es là? Ouais, je suis là. Voilà. Donc, elle me dit, ok, dis-moi alors quand vous allez venir et tout. Je dis, je vais te dire. Le lendemain du jour, là, j'ai ma cousine qui vit avec elle, là, qui est venue, je l'avais appelée venir chercher la nourriture pour aller donner à la tante. Elle est venue, j'ai dit que d'une fois la tante qu'on va passer demain vers midi. Après l'école, on va passer. Elle me dit d'accord. Et le lendemain, quand on devait passer, j'ai appelé ma cousine, je lui ai demandé, est-ce que tu lui as dit qu'on devait passer? Est-ce que tu lui as dit qu'on devait passer? Elle me dit oui, je lui ai dit non. Même ce matin, même je lui ai encore dit que Christelle arrive avec son gars et tout, et tout, et tout. Je dis donc ok, on va passer là tout à l'heure. Le jour que nous sommes arrivés là, en fait le lendemain, nous sommes arrivés chez elle. Quand on arrive, on trouve ma tante là dans un état d'ivresse. Dans un état d'ivresse pas possible. Bon, moi je reste tranquille, je me dis, ah peut-être qu'elle a bu ces petits trucs, mais vraiment quand tu reçois des gens, tu n'as pas à boire comme ça et tout. Tu n'as pas tu n'as pas à boire comme ça. Bref, on est resté tranquille là. Après, quand mon petit ami la salue et tout, bonsoir maman, il remet le paquet. Elle commence à parler. Mon fils, vraiment, quand je te vois, je suis content. Parce que il y a son gars qu'elle a amené ici l'autre jour. Vraiment, moi, je ne l'aime pas. Elle a amené un gars Yambassa ici. Vraiment, moi, je n'aime pas les gars Yambassa. Maman, je suis restée comme ça. Il a dit que qui est? Moi, j'ai amené. Dans mon cas, en fait, je me disais dans mon cas que moi, j'ai déjà amené quelqu'un ici. J'étais dépassée. Après, ma cousine me prend à l'intérieur et me dit que comment ta tante s'y met comme ça? Tu n'as jamais amené quelqu'un ici. Mais même si tu as amené, est-ce qu'elle a besoin de dire ça au gars? Elle me dit que... je dis à ma cousine que, ah, gars, peut-être passer les sous, restons seulement tranquilles, on observe, non. Pendant que je causais avec ma cousine à l'intérieur, je ne sais pas ce qui m'a demandé d'aller guetter un peu comment mon gars et ma tante sont là-bas dehors. Quand je sors, je cours ma tante couchée, elle a soulevé la robe, donc on voyait les joues de ses fesses, avec ses pieds vraiment qui étaient cicatrisés, comme je vous ai dit plus tôt là que elle pourrissait même, donc quand ça cicatrisait, sa chaîne n'est pas tout revenue, donc tu voyais la peau collée sur l'eau, c'est tout les cicatrices. Quand je guette, je couvre ma tante couchée, elle a soulevé, donc la robe est soulevée comme ça, avec les joues des fesses, donc tout était dehors. Le gars était tellement embarrassé que je le voyais, il était seulement tourné comme ça, il mettait la main pour cacher le visage, que pardon. Je dis que, j'appelle ma cousine que viens voir. Quand elle voit ça, elle me tient encore à l'intérieur, elle me dit que tu es venu faire quoi avec ton gars ici là? Tu es venu faire quoi avec ton gars ici? Quand on vous parle souvent, vous ne comprenez pas. Tu les aimes trop que qui? Franchement, il a vu venir présenter quelqu'un ici. Il dit que je vais alors me cacher jusqu'à quand? Je vais me cacher jusqu'à quand? S'il faut faire les choses, il faut bien faire les choses. Elle me dit que voilà alors ça. Le gars était tellement embarrassé. Quand elle se réveille, elle avait un liquide d'odontol. Je ne sais pas, vous connaissez l'odontol? Elle avait un liquide d'odontol. Elle a pris un verre, elle a rempli le verre. Pas les petits verres. Le verre, comme vous connaissez le verre à jus là. Elle a rempli l'odontol, elle a bu à la compète. J'ai posé les mains sur la tête. J'ai demandé à mon gars que pardon pas. Il me dit, je dis qu'on part, je te dis qu'on part, tu es assis comment? Lève-toi, on part. Comment le B sur nous maintenant que B? Tu es avec ton gars là bien, c'est comment? On est ensemble, on vit même ensemble. Et qui? Le mariage? Oui, le mariage. Ouais. Désolé pour tous les gars qui voulaient draguer dans la inbox là. C'est mort. Non, il n'est pas là en fait. Il n'est pas là. Il est laisse, vous êtes ensemble, ça va. C'était bon. Quand tu vas encore compliquer l'histoire. De c'est quoi? Ah. Bon, bref. Après, quand nous sommes partis, net qu'on part, on était encore en train de marcher pour sortir du quartier. Ma cousine m'appelle, elle me dit que je jure, Christelle, si tu peux venir à la maison en cachette là maintenant, viens voir ta tante, elle n'est plus sous. J'ai dit qu'elle n'est plus sous comment? J'ai dit que Christelle, elle n'est plus sous. Viens maintenant à la maison, viens seulement guetter, tu viens voir. J'ai dit que, mais comment ça? Elle me dit qu'elle n'est plus sous. Je t'avais à parler l'histoire de ta tante là, je t'avais à parler, non. J'ai dit que, ah. Donc, en fait, la moralité dans ce que je raconte, c'est que
Vraiment, je ne sais même pas. Avec la famille africaine, on ne sait pas comment vivre. Parce qu'on ne connaît même plus le cœur de qui est comment.